Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble. On va parler des mamans solo aujourd'hui, de la monoparentalité. Comment la définit-on quand on mentionne parents solo? Voilà, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu, on pense souvent évidemment à un parent qui s'occupe des enfants et c'est souvent les mamans. Les chiffres sont là pour nous le confirmer. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mes trois invités. Bonsoir Amandine de Doncker. Bonsoir Catherine. Vous êtes, du relais famille mono, point. Vous allez nous en parler, dispositif d'aide et de soutien aux familles monoparentales. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Vous allez donc tout nous expliquer dans quelques minutes. Nous avons également Gwendolina Kramaro. Bonsoir Gwendolina. Bonsoir Catherine. Vous travaillez dans l'administration, vous êtes maman solo et militante et vous avez quelques slogans pour vous battre en fait et dont vous allez nous parler aussi dans quelques minutes. Et puis nous avons Christophe Smets. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes photographe et vous nous proposez une expo là, qui ouvre ses portes pendant quelques semaines. De quelle date à quelle date, rappelez-moi? Donc du 15 février au 9 mars. Au 9 mars, un projet photographique que vous avez réalisé avec la boîte à images et des textes de Camille Wernard, c'est ça, sur les mamans solo. Gwendolina d'ailleurs s'est prêtée au jeu, vous allez donc nous parler de tout ça. Je voudrais pour planter le décor parler tout d'abord d'une étude publiée par la Fédération des services sociaux en décembre 24, être femme précaire et maman solo en Wallonie. Tous ces chiffres sont alarmants évidemment. Une brochure à se procurer urgemment. Sur notre site internet, vous pourrez effectivement aussi pouvoir la consulter. Une famille sur 5 est monoparentale en Belgique. 80% des familles monoparentales ont à leur tête une femme et toutes les séparations appauvrissent ces femmes évidemment. On va peut-être commencer par Gwendolina. Votre vécu à vous en tant que maman solo, quel est-il aujourd'hui et pourquoi avez-vous accepté de faire partie de cette expo photo, de très belles photos en noir et blanc que Christophe Smets nous propose à la Cité Miroir? J'ai oublié de le dire. Oui, donc moi je suis maman solo depuis 12 ans maintenant. J'ai une situation qui se stabilise tout doucement après beaucoup d'années de précarité et de lutte quotidienne. Et j'ai décidé de participer au projet de Christophe parce que je peux. Aujourd'hui, mon fils est plus grand, c'est un ado, donc j'ai plus de temps pour occuper l'espace public et aussi visibiliser notre situation. Et son projet, pour moi, c'était aussi une opportunité finalement de visibiliser nos difficultés en tant que maman solo parce qu'on est complètement invisibilisé, même dans les politiques publiques jusqu'à présent. Et puis son approche était très respectueuse et délicate. Donc j'ai apprécié sa manière d'aborder avec bienveillance et respect. Donc voilà, je suis ravie de faire partie de ce projet. Comment est-il venu frapper à votre porte? Comment vous a-t-il abordé? Comment vous connaissez-vous? Alors, Christophe, tu peux compléter, mais je pense que c'est une sollicitation que j'ai reçue, soit du relais famille mono, il me semble, via l'intermédiaire de Stéphanie. Enfin, voilà, on me sollicite régulièrement maintenant parce que voilà, je milite beaucoup, j'essaye d'être un porte-drapeau pour nous, les femmes mamans solo. Et puis, j'ai du mal à dire non, en fait, quand on me sollicite. Alors, bien sûr. La contrainte, c'est que je travaille à temps plein et donc ça nécessite que je prenne des congés payés. Donc ça me coûte de l'argent de militer, mais je me dis que je ne peux pas rater ces opportunités pour faire entendre nos voix. Donc, qu'est-ce que ces voix-là ont envie de faire entendre justement aujourd'hui? Quelles sont les principales difficultés? Est-ce qu'elles évoluent en mal, en bien? Est-ce qu'elles se transforment? Est-ce que la société est prête à aider ces mamans solo ou justement il faut beaucoup plus de structures et d'aide? Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que ça fait des années, en fait, que même les institutions publiques, notamment l'IWEPS, qui sort des études régulièrement sur les inégalités de genre, ça fait 8 ans qu'ils ont interpellé sur le fait que la moitié des familles mono vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, ça représente à peu près 250 000 enfants en Wallonie. C'est 5 stades Roi-Baudouin remplis d'enfants qui vivent dans la pauvreté. Et manifestement, il n'y a aucune mesure. Enfin, moi, j'ai épluché tout ce qui était possible, et à part le complément famille mono des allocations familiales, il n'y a rien de structurel, ou alors il faut solliciter une aide au CPS ou dans des associations. Les CPS, c'est des décisions, souvent c'est un pouvoir discrétionnaire, donc on peut être aidé, parfois non. Et donc ce qu'on réclame, nous, c'est le fait que déjà la réforme du CECAL, se baser sur le modèle français. Aujourd'hui, en France, il y a un organisme qui va garantir le paiement des pensions, et dès le premier jour de retard,
on peut solliciter cet organisme. Aujourd'hui, le CECAL, il faut prouver que pendant 2 mois d'affilée, on n'a pas reçu la pension partiellement. Il y a des dossiers, il y a un non-recours au droit qui est massif parce qu'il y a aussi une peur des représailles. On réclame aussi des dispositifs pour nous permettre d'avoir du répit, parce que je voudrais insister sur un chiffre. Pendant longtemps, j'étais confrontée quand j'interpellais. Oui, mais bon, c'est aussi les papas, c'est du 50-50. C'est absolument pas une réalité. De ce qu'on constate, et aujourd'hui, c'est statistiquement prouvé, donc c'est chiffré, c'est que la garde 50-50, c'est que 20 à 25% des situations. Donc dans la majorité des cas, on est en continu avec nos enfants, donc la charge mentale, elle est écrasante. Ça nous empêche quoi ? D'accéder à un emploi. Il n'y a que 2 mamans sur 10 solo qui peuvent travailler à temps plein. Ça nous empêche de souffler, donc ça a un impact sur notre santé mentale aussi. La vie sociale et affective, elle est complètement bafouée, parce que quand vous avez vos enfants 26 jours par mois sur 30, c'est compliqué. Alors moi, je travaille à temps plein. Pourquoi ? Parce que j'ai des facteurs qui favorisent ça. C'est que je travaille dans la ville où j'habite. J'ai un véhicule qui a 18 ans, mais j'ai un véhicule. Mon fils va à l'école là et je bénéficie de télétravail. Et donc, c'est des facteurs qui favorisent ça. Mais j'ai eu une expérience où j'avais pas de télétravail et c'était horrible. Et il y a des moments où on est sur les nerfs et donc les enfants aussi en pâtissent finalement, parce que notre niveau de patience, il est limité. Et quand vous gérez tout seul, alors que logiquement, c'est la famille, où on compte sur un partenaire, il y a un impact sur notre santé mentale. Et donc, ça nous maintient dans cette précarité parce qu'on ne peut pas travailler à temps plein. Donc, on a des emplois précaires ou des temps partiels. Est-ce qu'il y a une discrimination, justement, évidemment, au sein des employeurs ? Alors, quand on dit, je suis maman solo, il n'y a pas vraiment de soutien non plus. Et même voir des discriminations, on se dit, elle ne sera pas à 100% à son travail. Absolument. Et c'est une réalité qu'on rencontre aussi au niveau du logement. Donc, l'UNIA a sorti une étude et on est dans le top 3 des discriminations au logement. Donc au niveau du travail, c'est pareil, c'est oh là là, elle est toute seule, elle va me faire faux bond régulièrement parce qu'elle n'aura pas de solution pour ses enfants malades, et ça nous freine. Donc il y a le plafond de verre qui existe déjà, mais là en fait, pour résumer, la monoparentalité, elle va exacerber les inégalités genrées qui sont déjà à l'œuvre dans notre société, et on est confronté aussi à une discrimination de la société, parce que quand on dit je suis maman solo, quelque part c'est naturel, c'est normal, et puis c'est elle l'a mérité ou elle l'a cherché. C'est comme si on avait la charge de la culpabilité. Il ne fallait pas qu'elle quitte son mari. Exactement. Tout. Et quand c'est le papa, c'est oh là là, ouais. Alors que les papas solo, c'est que 14%, quoi. Et il y a aussi le fait que quand on va chercher de l'aide, moi je l'ai vécu, et c'est des violences institutionnelles, c'est-à-dire que sans même expliquer pourquoi il y a séparation, on m'a dit clairement, mais madame, fallait réfléchir avant de vous séparer. Ou fallait mieux choisir le père de votre enfant. Ah oui, ouais. Et donc ça, voilà, c'est du sexisme qui est intégré, banalisé, alors que ça ne devrait pas. Gwendolina, donc, elle explique les principales soucis que rencontrent les mamans solo, c'est la précarité, par manque de revenus, le travail, le logement. Qu'est-ce qu'au dispositif Relais Famille Mono, on met en place pour contrer tout cela ? J'imagine que d'abord vous avez réfléchi au problème, et puis envisagé de solutions avec les mamans, avec les familles. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un dispositif qui existe depuis 2 ans maintenant. La première phase de ce projet a été vraiment de se positionner, de voir un petit peu qu'est-ce qui existait sur le territoire dans lequel on travaillait. Pour ma part, donc moi, je suis en charge du territoire de Tournai. Donc l'idée, c'était vraiment de savoir qu'est-ce qui avait déjà été mis en place, quelles associations existaient, quel type d'aide pouvait déjà être donné à ces familles. Dans une deuxième phase, ça a été d'expliquer nous en quoi on pouvait peut-être venir apporter une aide à ce qui était déjà existant, et de relever surtout les besoins pour lesquels il n'y avait rien qui était mis en place. On a identifié 4 besoins principaux, donc le besoin d'information, le besoin d'apprentissage, donc on met là-dedans des trucs et astuces, le besoin de rompre l'isolement social, et le besoin d'accéder à la culture et aux loisirs. L'idée de ce dispositif, c'est vraiment de mettre en place tout un tas d'activités. Donc on travaille le collectif et le communautaire, on ne fait pas de travail individuel au sein du Relais Famille Mono, mais c'est vraiment de mettre en place des activités qui vont venir répondre à ces besoins.
Certaines mamans auront plutôt besoin qu'on vienne les aider dans le manque d'informations, dans le recours au droit. Dans des démarches. Voilà, c'est ça, dans des démarches. Et donc, elles vont plutôt venir à ce genre d'activité. D'autres mamans, elles vont vraiment chercher avec ce projet, c'est de pouvoir avoir d'autres contacts, de tisser du lien. Et donc, en fait, viennent les mamans qui pensent avoir besoin d'aide pour telle ou telle chose. Il y a des mamans qui viennent à tout, il y a des mamans qui ne viennent qu'à certaines activités. L'idée, vraiment, c'est de créer un réseau autour de ces mamans et de pouvoir les soutenir au quotidien. J'organise plus ou moins entre 10 et 15 activités par mois. On essaye là-dedans qu'il y ait des activités parents-enfants aussi. Oui, j'allais vous demander, les familles sont ça. invitées, enfin parents-enfants. C'est ça, donc il y a des activités qui ne sont qu'à destination des parents et des activités qui sont parents-enfants. Ces activités parents-enfants, ça peut être des activités prétextes, moi je les appelle un peu comme ça, mais des activités qui sont vraiment pleines de sens. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une activité mandala. Alors des mandalas, on pourrait les faire à la maison. Sauf que dans la pratique, les mamans, au mieux, elles ont acheté un livre de mandala. Elles vont dire à leur enfant, vas-y, tu peux faire un mandala. Mais elles vont pas prendre le temps de s'asseoir avec leur enfant, de faire ce mandala avec eux, parce qu'elles n'arrivent pas à faire pause. L'idée, là, dans ces activités-là, c'est de leur permettre cette pause, justement, et de consacrer 1 heure ou 2 heures avec à se dire, je mets la vaisselle, le repassage, la préparation du repas de côté. Là, pour le moment, je suis là avec toi et je passe un temps de qualité avec toi. Hors de chez soi, sans les tâches ménagères, avec d'autres parents et d'autres enfants également. C'est ça. Donc, c'est vraiment l'idée de consacrer un temps de qualité à l'enfant, mais aussi de partager un autre moment avec d'autres parents qui traversent les mêmes choses. Parfois, ces activités-là sont des lieux où on parle de ce qui ne va pas, mais parfois, justement, c'est aussi un lieu où on parle de tout et de rien et où on oublie ce qui ne va pas. Et donc, voilà, dans les activités plus informatives, on va vraiment travailler le non-recours au droit dont parlait Gwendolina. On va essayer de mettre ces familles en relation avec des organismes qui peuvent venir répondre à des questions bien précises, l'accessibilité aux soins de santé, quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre en étant famille monoparentale. On se rend compte, en fait, que beaucoup de familles ignorent les droits auxquels elles peuvent prétendre. Il y a des choses qui se font automatiquement, mais il y a d'autres choses pour lesquelles, en fait, ça demande une démarche de leur part. C'est parfois quelque chose de très simple, mais quand on ne le sait pas, on ne le fait pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'informer. Au niveau des trucs et astuces, c'est l'idée de leur apprendre à se débrouiller dans le quotidien. On a là-dedans les activités dites des débrouillardes, où on leur a appris à déboucher un évier, remplacer une chasse d'eau. Un petit peu de bricolage pour ne pas faire appel toujours à un corps de métier qui coûte cher. C'est ça, exactement. Donc dans les activités dites isolement social, là, on va vraiment viser la mise en lien, la mise en réseau. Ça peut partir du café papote où on se retrouve autour d'une tasse de café et où on discute soit librement, soit sur une thématique qu'on a décidée au préalable. Parfois, on va faire des marches, on fait de la gym, on fait vraiment des choses qui visent à créer du lien. Et alors les activités qui sont parfois un peu plus ludiques, qui ne sont pas l'essence même du projet, mais qui viennent quand même malgré tout répondre à un besoin. On sait que ces familles sont précaires dans la plupart des... Et on parlait, on manque de logement et de revenus, et donc forcément les loisirs et la culture, c'est ce qui saute en premier. C'est ce qui quand saute on doit en remplir premier. le frigo et payer les charges. C'est ça, une fois qu'on a payé tout ce qu'il fallait payer, finalement, aller au cinéma, aller au musée, aller au théâtre, aller même dans un petit parc d'attractions, ça coûte vite beaucoup de sous. Et on se retrouve avec des enfants qui finalement ne font pas grand-chose, si ce n'est aller à l'école, rentrer à la maison. Et donc voilà, on essaie de trouver le bon équilibre. Quand on est en période de vacances scolaires, forcément, on va faire un peu plus d'activités destinées aux enfants et donc on va essayer de mettre en place des choses plus ludiques, de sorte aussi qu'on est... Parce que ça a été quelque chose, un vrai constat, c'était de se rendre compte qu'à la rentrée des vacances,
il y avait quand même beaucoup d'enfants de ces familles qui finalement subissaient, alors c'est pas la faute des autres enfants, mais subissaient le fait de n'avoir rien fait. Oui. L'institutrice demande racontez vos vacances en 2 pages. L'institutrice au retour des vacances va dire qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 semaines ou pendant ces 2 mois quand on est au retour des grandes vacances et en fait on se retrouve avec des enfants qui n'ont rien à raconter, qui n'ont rien à dire. Alors nous on va pas leur offrir des vacances, on ne va pas les amener en avion ou une semaine à la mer ou je ne sais quoi, mais... Le but aussi, c'est qu'évidemment, ces enfants-là soient entourés et grandissent en tissant du lien et en étant les plus heureux possibles. C'est ça, en fait, c'est vraiment un ensemble. Les mamans, en allant mieux, comme disait Gwendolina, sont mieux à la maison aussi. Quand on fait des activités parents-enfants, les mamans qui ont déjà tissé du lien entre elles, finalement, les enfants suivent le mouvement et finalement, ça devient... Ça fait peut-être un peu bateau de dire ça, mais comme une grande nouvelle famille. Moi, je remarque que de plus en plus, il y a vraiment un réseau solidaire qui s'est créé autour de ces mamans. On a d'ailleurs créé le groupe des mamans solidaires sur tournée. Ce sont des mamans qui j'invente, mais non, j'invente même pas en fait. C'est du concret. Une maman qui va avoir une fin de mois un peu plus difficile et son fils a besoin d'une nouvelle paire de baskets parce que il a pris une pointure et c'est pas possible d'attendre, mais ce réseau va servir on va m'envoyer un message. Écoute Amandine, je suis vraiment dans la difficulté ce mois-ci. Le petit a besoin d'une nouvelle paire de baskets et je peux pas attendre. Je vais toucher mon chômage que le 4 du mois prochain. Je sais pas quoi faire. On est le 20. Je me vois pas le faire tenir 2 semaines dans une paire de baskets trouée ou trop petite. T'inquiète pas, ça va aller. Le groupe des mamans solidaires est là. Je mets un message anonyme. Ça permet aussi aux mamans de ne pas devoir s'afficher comme ayant eu besoin de l'aide. Certaines le font, d'autres sont encore pudiques à ce niveau-là. J'allais vous demander, est-ce que c'est facile de franchir la porte, Gwendolina, Amandine, dans ce que vous voyez, de franchir la porte de ces structures-là, relais famille mono? Alors moi, les relais famille mono, je les ai découverts au moment où les dispositifs ont été lancés et j'ai trouvé ça formidable parce que moi, ça m'a manqué finalement. Parce que mon fils avait déjà 12 ans. Mais pas de réticence à faire le pas, à faire le... Alors, la réticence... je vais me débrouiller toute seule. Si, bien sûr. Et moi, avant de demander de l'aide, par exemple au CPS, j'ai résisté longtemps parce que je ne voulais pas admettre finalement que j'étais en situation précaire. C'était quelque chose que je voulais pas. Il y a une pression aussi sociale, évidemment. La maman solo, elle est très forte. Et alors ça, on l'entend, je suis forte, je suis une résiliente, je suis courageuse. Et ça aussi, je me suis affranchie de tout ça parce que finalement, la résilience, c'est quoi ? Elle doit tout réussir. On doit tout réussir et c'est un concept pour moi qui sert... Enfin, faut pas que ça serve à masquer les inégalités sociales ou à culpabiliser ceux qui ne peuvent pas, regarde, moi j'ai réussi à... Et donc c'est vraiment pas un discours culpabilisant. Et puis c'est aussi de se dire, j'y arrive pas toute seule. Et c'est une réalité, mais pourquoi j'y arrive pas toute seule ? Parce que la société ne met pas les conditions favorables. C'est pareil, quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est pas... La volonté, on l'a, clairement. Mais si on met pas les conditions pour nous aider à s'émanciper, et je parle des politiques publiques notamment, parce que elles sont toutes construites sous le prisme de la famille traditionnelle, nucléaire. C'est ce que remarque aussi l'étude, papa, évidemment, de maman. De la fédération, oui. Et donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Je reviens sur la culture, l'accès à la culture. Moi, j'ai des souvenirs comme ça où pendant 10 ans, on n'est pas parti, pas de vacances. Et c'est terrible de voir aussi toujours dire non à son enfant ou de justifier qu'on achète du seconde main parce qu'on va dire, tu vois, on pense à la planète, alors que non, c'est par pur souci économique. Le fait de se sentir seul aussi, ça c'est terrible. Et puis de constater finalement que... Moi j'ai fait l'exercice sur Namur, sur les musées, enfin tout l'accès à la culture. Il y a des tarifs seniors, BIM, jeunes. Famille nombreuse. Famille mono, on n'existe pas. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui on a besoin de cet accès-là et ça n'existe pas. Alors on espère là qu'il y a certains partis qui s'emparent de la question. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi de voir que il n'y a pas de femmes vraiment représentées dans ce nouveau gouvernement. Amandine, on parle des mamans solo. Il y a aussi des papas solo ? Alors, vous en avez, puisqu'Amandine disait 14% de... Oui, alors pour le relais famille mono, les papas sont les bienvenus, il n'y a aucun souci. Vous en avez ? Moi, je n'en ai pas. Non. Christophe Smets, vous êtes papa solo, vous m'avez dit ?
Oui. Voilà. Pourquoi avoir donc pensé cette exposition qui s'appelle Cordon, qu'on pourra donc découvrir à la Cité Miroir dès ce week-end. C'est quoi ? C'est un reportage sur les difficultés de ces familles monoparentales, mais vous avez quand même mis le focus sur les mamans. D'où est venue l'idée en fait ? Donc c'est un travail mené pendant toute une année, 2024, à la rencontre des mamans solo. Alors pourquoi ? Moi au quotidien, avec la boîte à images, je travaille plutôt, en tout cas j'essaie, parce que c'est évidemment pas toujours simple de mener des projets long terme, il faut les financer, de travailler sur les fragilités. Et il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé sur la précarité, mais de manière générale à Bruxelles, axé sur les femmes, mais pas en termes de monoparentalité. Et puis, assez récemment, je suis allé au Congo travailler sur la santé des femmes également. En revenant, je me suis posé la question de savoir, devant ma porte, en fait, quelle était la situation aujourd'hui. Et donc, voilà, le projet est parti de là. On l'a axé sur la monoparentalité parce que c'est un aspect dont on voit qu'il devient très présent dans la société, mais dont on a encore peu parlé finalement. Et au niveau strictement visuel, ou en tout cas photographique, il n'y avait encore aucun projet, à ma connaissance en tous les cas, qui existe en Wallonie à Bruxelles. Donc voilà comment est né le projet. Après, pour le mettre en place, comment avez-vous fait ? Est-ce que donc vous avez contacté les relais Famille Mono et d'autres organismes ? Alors au départ, j'ai eu un contact avec Article 27, un peu par hasard, une discussion informelle comme ça, et puis de fil en aiguille, puisque je connais assez bien le tissu associatif, pas seulement liégeois, et donc on m'a guidé vers différents projets, associations, notamment le projet Myriam, qui a fait la part belle quelque part au projet ici, puisque j'ai rencontré plusieurs groupes. Donc, de fil en aiguille, de contact, un peu de bouche à oreille, finalement, j'ai été aiguillé vers des lieux, vers des personnes qui ont souhaité s'exprimer ou qui ont eu simplement envie, lorsque je les ai contactés, je pense par exemple à la maison maternelle à l'heure près de Liège, qui s'occupe strictement de jeunes mamans, en l'occurrence pas toujours, mais souvent mineures. Et donc j'avais vraiment très envie de... Le projet, effectivement, comme vous le disiez, c'est un reportage, mais de pouvoir apporter une vraie diversité dans la représentation, tant visuelle que dans les témoignages, parce que des mamans de différents horizons, tout de à différentes fait. couches Voilà, au sociales. niveau urbain, au niveau rural, rencontrées individuellement, rencontrées dans des projets collectifs, dans des lieux d'accueil. Et donc aussi le travail de Camille Werners, qui m'a accompagné comme journaliste sur ce projet, dans les témoignages qu'elle a recueillis, dans les informations que Gwendolina et Amandine ont données ici, et qu'elles expriment mieux que moi je pourrais le faire. Le projet photographique reprend aussi cet aspect-là, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui est à savoir finalement au niveau des informations par rapport à la situation de maman solo, donc au niveau des textes qui accompagnent l'exposition. Et oui, vraiment être représentatif, donc pas seulement des mamans nées ici, mais des mamans parfois de passage. Je suis allé dans un centre fait d'asile près de la forêt à Herbemont, et donc voilà, c'est ce que ce projet essaie de dire finalement. Alors on peut toujours dire plus de choses, on peut toujours dire les choses différemment. J'aurais notamment voulu aller en prison, parce que je pense que c'est un aspect très particulier de la précarité des femmes et des familles. Donc, c'est un projet, Christophe. Oui. Et c'est vraiment un cliché, une vie. Ça a dû être difficile dans le choix, choisir c'est renoncer. Oui, ce cliché représentant chaque maman. Plus de 10 000 images qui ont été prises. Alors, parfois, c'est une petite histoire en 4 images. Lorsque j'estimais que c'était utile et qu'il y avait suffisamment de diversité visuelle, qui raconte, je pense à 2 mamans en l'occurrence, qui, dans ce cas-là, vivent des difficultés par rapport à la santé de leur enfant, qui est déficiente, et qui sont dans une situation de précarité liée vraiment à ça, pas que, mais voilà. Parce qu'évidemment, la précarité, et je garde une phrase de Bob Balbour, qui est le directeur du Resto du Cœur à Liège, qui me disait, mais aujourd'hui, en fait, nous, on rencontre comme public des personnes précarisées, hommes et femmes, qui ne sont plus comme il y a quelques années des personnes très peu instruites, mais aussi
des personnes plus instruites. Donc la précarité évolue. Il y a une mutation dans nos sociétés où on dit souvent que la classe moyenne est en train de dégrader et l'appauvrissement est présent vraiment, il est palpable. Oui, voilà, je pense qu'on peut dire ça. Alors, ce que le projet essaye aussi de faire, c'est de montrer différentes formes de précarité, donc économique, sociale, intellectuelle, qui sont souvent liées, évidemment. Et alors, avec cette ouverture, c'est-à-dire que moi, je suis témoin en tant que photographe, je donne la possibilité à chacun de se faire son propre avis, finalement, de pouvoir se dire, tiens, moi, je trouve que la précarité, moi, je la ressens plutôt comme ça, qui est accessoirement, et plus qu'accessoirement, l'idée de pouvoir engendrer des réflexions, pas seulement de venir voir les photos, elles me plaisent pas, qu'on apprenne des faits, donc qu'on soit dans le factuel, mais qu'il y ait aussi cette idée de pouvoir réfléchir. Ce que donne à faire un reportage, comme on le disait. Oui, en tout cas, il a cette ambition-là, et surtout quand on peut travailler longtemps sur un projet comme celui-là, par exemple, effectivement, on a de la matière. Comment a été reçu cette expo, ce reportage par les mamans où vous leur avez présenté les photos par la suite? Elles étaient enthousiastes? Personne n'a encore vu l'expo. Voilà. Gwendolina non plus. Alors, je leur ai envoyé leurs propres photos, généralement d'abord pour les remercier, pour leur dire tiens, voilà ce que j'ai fait. Donc les échos sont très positifs. Maintenant, voilà, c'est aussi voir la scénarisation de l'exposé, ce qu'elle va donner, ce qu'elle va apporter comme regard à chaque spectateur. Donc ça, on va voir, c'est le jeu, toujours. Est-ce qu'elle est appelée à voyager, cette expo? Oui, alors c'est vrai, je l'avais dans un coin de ma tête, cette importance de la rendre itinérante. Donc après Liège, elle ira à Marche, et puis on verra, on est au début du processus, donc je pense que effectivement il y a cette ambition de la faire circuler de manière la plus démocratique possible, tant dans les lieux d'accueil qui sont dits des lieux culturels, mais aussi j'aimerais qu'elle vienne dans la rue, donc on puisse organiser par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui du street art, un peu du collage un peu sauvage sur des murs pour se dire tiens, c'est quoi ce truc, et pouvoir simplement être confronté obligatoirement à ça, parce qu'on sait que un public important ne va pas dans les musées ou dans les lieux culturels, donc voilà l'idée. Amandine et Gwendolina, c'est important ce travail esthétique, mais aussi photographique, esthétique. Ça donne une visibilité qui grandit un peu les mamans solo, parce que les photos, moi j'en ai vu quelques-unes, vous avez eu la gentillesse de m'en envoyer, où ce sont des mamans qui ont, on le disait, une force, mais dont on sent aussi une fragilité et qui donnent beaucoup d'émotions aussi. Voilà. Comment avez-vous vu cette expo, vous, sur un plus long terme? Alors, à chaque fois qu'on doit témoigner, je parle pour mon expérience, c'est à chaque fois une mise à nu. C'est une mise à nu, c'est s'exposer, parfois au regard, au jugement aussi de la société. Mais si on ne le fait pas, finalement, on ne voit jamais. Et je pense que l'émotion, elle est importante, parce que c'est ce qui permet de toucher l'autre. Et d'avoir une réflexion et de dire tiens, et moi si j'étais dans cette situation, comment je vivrais les choses. Et je pense qu'il faut faire appel à l'empathie de l'autre, qui est essentielle et fondamentale. Personne n'est à l'abri, Gwendolina. Mais évidemment, d'un jour se retrouver maman solo. Moi je ne le souhaite personne. Et parfois, c'est même une solution, parce qu'on n'a pas parlé de violence faite aux femmes au sein des couples, et vous voulez en dire peut-être un mot. Je voulais aussi apporter ce chiffre-là, c'est qu'une femme sur quatre a subi ou subira des violences de la part de son ex-conjoint. Donc c'est un chiffre à prendre en compte aussi dans la réflexion et les aides structurelles dont on a besoin. Clairement, aujourd'hui, il nous faut vraiment soit un statut ou des aides ciblées, parce que à part le statut BIM, c'est quand vous avez des revenus au ras des pâquerettes. Mais dès l'instant où vous travaillez, moi, dès l'instant où j'ai travaillé, c'est comme si j'étais sortie de la précarité du jour au lendemain. J'ai plus le BIM ni le tarif social. Et donc, ça nous maintient et ça nous freine dans cette émancipation. À nouveau, on le rappelle, la société est structurée autour de deux parents, un papa, une maman, deux salaires, ou une maman, mais peu importe, deux salaires en tout cas, et deux personnes pour s'occuper des enfants. Et que ce parcours précaire, alors on peut entendre raisonnablement que chaque humain est équipé pour résister sur une période, mais courte ou à moyen terme. Mais quand cet état de lutte et de précarité s'installe sur plusieurs années, ça laisse des traces.
Oui. C'est là, on parle de parfois 15-20 ans, évidemment. Oui, il faut en moyenne 8 ans pour se remettre financièrement d'un divorce. Moi, j'ai suivi des thérapies pour me sentir mieux parce que on a les stigmates finalement de tout ce parcours accumulé de violences institutionnelles, enfin voilà, de lutte et de précarité. Ça marque. Merci beaucoup, cette émission se termine. Merci beaucoup Christophe Smets. Donc je le rappelle, l'expo Cordon à la Cité Miroir de Liège jusqu'au 9 mars et puis ailleurs. On peut, j'imagine, vous joindre sur votre site internet ou une adresse ? Bien sûr, la boîte à images au pluriel.eu. Et vous, Amandine, Relais Famille Mono. Donc, .be, oui. Ou sur les pages Facebook. Voilà. Et il y en a évidemment dans plusieurs régions. C'est ça, donc dans toute la Wallonie. Voilà. Merci Amandine. Merci beaucoup Gwendolina pour votre militantisme. Merci Catherine. Continuez l'action. Merci Christophe Smets. Beaucoup de réussite pour cette expo. Merci à vous trois d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, d'avoir fait le choix de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous La Laïcité. Bonne soirée à tous.